Coffee date with me, coffee date with us. Two paper cups and a little bit of trust. If the world is loud, we can turn it down. Meet me where the steam curls up and the cold drinks drown. Coffee date with me. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va hyper bien. Aujourd'hui, je suis en date avec Monsieur Shamsteen Touré, auteur de 2 romans fiction que j'ai beaucoup appréciés. Le tout premier qui est De Veuve Amour, le second qui est Les Cyberfantômes. Et je vais passer la prochaine heure environ avec lui à discuter de ces 2 romans, de qui il est en tant qu'auteur, de qui il est en tant que lecteur. Et j'espère que vous allez tout autant apprécier que moi ce moment que je vais passer avec lui. Est-ce que tu peux en quelques mots te présenter? Qui es-tu? D'où tu viens? Ce que tu fais? Alors, merci à toi pour l'invitation. C'est un grand honneur pour moi. Comme vous l'avez dit, je suis Shamsteen Touré, écrivain béninois, auteur de 2 romans et co-auteur également de 2 anthologies internationales. Donc, auteur donc de 4 œuvres littéraires. Voilà, la première œuvre, c'est De Veuve Amour, paru en 2020 aux éditions Afrique-Éclat. Et la seconde, c'est Les Cyberfantômes. En dehors de ça, je suis également conseiller en assurance dans une compagnie d'assurance de la place. J'aimerais savoir, bon, j'ai pu lire quelques interviews de toi en ligne et j'ai pu lire tes 2 ouvrages romans. Oui. Et je pense que je commence à connaître un peu l'auteur, mais j'aimerais savoir c'est qui le lecteur? Quels sont les ouvrages que tu lis? Comment est-ce que tu choisis? OK, ce roman-là, je veux bien me lire ceci, non, je suis pas intéressée. Alors, moi, je lis tout ce qui est roman, hein, tout ce qui est roman africain, tout ce qui est roman béninois surtout parce que je m'y retrouve. C'est une partie de moi, c'est mon identité, c'est ma culture. Chaque semaine, je lis presque un roman écrit par un auteur béninois. En dehors du boulot, je passe le reste de mon temps à lire, à me cultiver davantage afin d'être toujours inspiré et de pondre des écrits. Un roman béninois par semaine. Oui, bien sûr. Même moi, je n'arrive pas à lire. J'ai des moments où je lis beaucoup, mais j'ai des moments où je ne lis qu'un seul livre. Comment est-ce que tu fais pour t'arranger à trouver le temps à lire un livre par semaine? Il faut dire que c'est une question de passion parce qu'une personne ordinaire ne peut pas avoir la même ambition de lire qu'un auteur, par exemple. C'est comme un footballeur qui s'entraîne tout le temps. C'est Vous voyez un peu, donc c'est tout un métier et il faut se perfectionner à chaque fois. Et nous, notre terrain de sport, je peux dire que ce sont des livres. Donc, quel serait ton auteur béninois favori, à part toi? Je ne vais pas faire de jaloux, hein, parce que il y en a assez, hein, il y en a assez. Je lis surtout tout ce qui est jeune plume, comme moi, OK. voilà, parce que ça me ressemble beaucoup plus. Parce que le Bénin regorge aujourd'hui quand même de toute une pléthore hein, de jeunes écrivains très talentueux. Voilà, je les lis afin de m'en inspirer. Et moi, je pense qu'il y a toujours un livre qui, peu importe notre âge, peu importe ce qui se passe, ce livre-là restera toujours un livre qui nous a relativement impactés. Le tien, c'est lequel? Auteur béninois Pas ou forcément auteur peu béninois, importe. peu importe. Ce livre-là, si par exemple tu devrais aller en voyage et que tu ne devrais prendre qu'un seul livre avec toi, ce serait lequel? Il y en a assez, hein, Un seul. un seul. Un seul. Tu ne peux qu'en prendre un seul. Un seul livre. Un seul. C'est-à-dire le meilleur livre que j'ai lu. Pas forcément le meilleur, mais un peu celui, de par son histoire ou de par du style d'écriture auquel tu t'identifies peut-être le plus. Je dirais Pourquoi moi de Abdel Hakim. OK. Voilà. C'était un livre qui faisait fureur quand moi j'étais au collège. Et il y avait même tout un trafic qui se passait autour Voilà. d'Abdelhakim, où quand toi tu avais Pourquoi moi et que tu avais d'autres, je te prête pour moi, tu me prêtes pour toi. Oui. Et c'était véritablement un trafic de livres au collège. Bien sûr. Parlons un peu plus maintenant de ton rapport à l'écriture. Est-ce que tu as toujours su que tu allais écrire? Déjà, il faut dire que l'apport
de la littérature s'est ouverte à moi toute seule. OK. Vous voyez? Parce que je suis issu déjà d'une famille presque littéraire. Il n'y a pratiquement pas de scientifiques dans ma famille. Vous voyez? Il n'y a que des littéraires. Et je pense que c'est un peu inné. Souvent, les gens pensent que quand on lit beaucoup, on pourra écrire, ou alors quand on fait les lettres modernes, c'est que on pourra forcément écrire. Donc, mais ça, c'est carrément différent, hein. Mhm. C'est inné. En fait, c'est de l'art. Vous voyez? On peut beau écouter toutes les meilleures musiques du monde, mais quand on n'a pas un thème vocal qui va avec, On n'est on pas ne pourra pas forcément chanté. interpréter, voilà, on ne pourra pas chanter. Vous voyez un peu, donc c'est inné en moi. Et déjà, dès la classe de sixième, où voilà, il y avait la communication écrite et tout ça, là, comme épreuve, comme matière, je voyais que j'avais cette facilité-là à imaginer, à inventer, à écrire sans gêne. Je ne me dérangeais même pas. C'est-à-dire, ça coulait naturellement. Mhm. Et il y a beaucoup d'enseignants également qui avaient découvert ce talent-là en moi. Il y a même quelqu'un qui a dit un jour, je sais que si tu lis beaucoup et que tu te perfectionnes, je pense que tu pourras écrire un livre un jour. Et je n'y croyais pas. Je ne croyais pas, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je n'ai même pas encore 30 ans, mais je suis déjà auteur de 2 romans. Est-ce que tu sens que ton- ta passion d'écrivain est menacée par tout ce qui est comme intelligence artificielle aujourd'hui? C'est-à-dire, C'est-à-dire, aujourd'hui, écrire un article, il y a 5, 6 ans, écrire un article, tu faisais des recherches, tu lisais plusieurs autres articles, tu faisais la comparaison, où est le vrai du faux, et ta, ta, ta. oui, Aujourd'hui, maintenant, si tu veux écrire un article, tu vas sur ChatGPT, tu poses la question, écris-moi un article sur X, Y, Z, il te déroule et tout. oui, Tu peux même aller sur ChatGPT, écris-moi une histoire sur, je prends, sur la sur cybercriminalité. la cybercriminalité au Bénin, il est capable de te pondre une histoire. Même s'il y a certaines coquilles, pour le moment, il pourra quand même te pondre une histoire. Mais est-ce que tu penses que le métier d'écrivain pourrait être menacé par cela dans 2, 3 ans? Je vais être très sincère avec vous. L'intelligence artificielle n'est pas une menace en tant que telle. OK? Pour moi, l'intelligence artificielle euh, n'est qu'un outil, Mhm. comme tout autre, comme Google par exemple, comme en tout cas tous les moteurs de recherche. Mhm. Euh, vous voyez que aujourd'hui même Google utilise l'IA pour répondre aux questions. Vous voyez, OK? quand vous partez sur Google, il y a une option IA. Oui, un autre. Donc, même Google aujourd'hui utilise l'intelligence artificielle pour répondre à nos questions. Mhm. Donc, il n'y a pas lieu de diaboliser cet outil, OK. comme le font beaucoup de personnes. OK. Voilà. L'IA, c'est un peu comme les films pour adultes. Tout le monde regarde, mais personne ne veut s'assumer publiquement. OK. Donc, tout le monde utilise l'intelligence artificielle. OK. Mais vous allez voir les posts sur Facebook où les gens, comment dirais-je, diabolisent l'IA, voilà et tout. C'est vrai, ça dépend de l'usage qu'on en fait. Mhm. C'est vrai que ça permet parfois d'aller plus vite, mais aujourd'hui, ça euh, tue le génie humain. C'est-à-dire, les gens ne font plus d'efforts, les gens ne font plus de recherches, comme vous l'avez dit. L'IA, c'est un peu comme une locomotive. C'est un peu comme, comment dirais-je, un vélo, une voiture, une moto qui permet d'aller plus vite. Vous voyez un peu? Mhm. Mais là où il faut marcher, il faut marcher. Là, il faut utiliser une voiture, il faut le faire. Là, il faut emprunter un avion, il faut également le faire. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Vous voyez? OK. Ce qui est sûr, l'IA ne peut pas produire un roman comme un humain. Quand on lit, on saura que voilà, c'est une œuvre sans âme. Mais avec le temps, c'est-à-dire pour répondre essentiellement à votre question, ça peut être une menace. OK. Parce que cet outil-là va très vite. Avec le temps, il y aura certainement des améliorations ou il y aura même des œuvres produites par l'IA
et on ne saura pas. Je pense que l'IA n'est pas une menace en tant que telle. Comme je le dis, ça ne reste qu'un outil. Mais quand tu écris plus pour qui? Tu écris pour toi ou alors tu écris pour le lecteur, pour un public? J'écris parce que j'ai la passion pour le faire. En dehors de ça, j'écris pour la jeunesse. OK. J'écris pour la jeunesse à laquelle j'appartiens parce que le monde contemporain est vraiment rempli de beaucoup de vices, de beaucoup de mots. MAUX. Par exemple, les cyberfantômes qui parlent de la cybercriminalité qui est un fléau, qui est un fait. Mhm. Et il faut vraiment le transcrire sur un livre pour que même dans 10 ans, dans 20 ans, on puisse savoir que voilà, à telle époque-là quand même, il y avait tel fléau qui avait existé et voilà comment ça se passait. Si on faisait un petit focus sur ton premier livre, Oui. De Veuve Amour, comment est née l'idée de ce livre? L'ennui. Donc, c'est pas vous faire passer un message quand il y a un vice. L'ennui d'abord. L'ennui d'abord, OK. L'ennui. L'ennui. Et je profite pour dire merci au coronavirus. OK, oui. Donc, en 2020, on était en plein. Voilà, merci au coronavirus parce que voilà, j'étais dans un forum Mhm. où chacun essaie d'écrire quand même quelque chose ou de créer des jeux, puisque vous souvenez de l'époque de confinement, le couvre-feu, où personne ne sortait, les universités étaient bloquées, les banques, en tout cas, personne ne sortait. On était confinés. Donc, on était là et tout, voilà. Nous sommes dans un groupe où, voilà, chacun essayait d'envoyer quand même des blagues, on initiait des jeux, tout ça. Moi, il y avait à cette époque-là, il y avait beaucoup de personnes qu'on appelait les chroniqueurs, Oui. voilà, qui écrivaient quand même des textes dans des épisodes et les gens disaient suite, 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 suite. Donc, Oui. voilà, moi-même, je me suis inspiré de ces chroniqueurs-là et j'ai commencé par écrire des histoires en des épisodes que j'envoyais dans le forum OK. de Stranger. Mhm. Et je vois que ça commençait pas à prendre. C'est-à-dire, les gens s'intéressaient à ça, suite, suite, non? Et j'envoyais ça à 19h. Et quand je n'envoie pas, il y a même des gens qui m'appelaient. Bon, c'est quand la suite? Ah! J'ai dit, mais là, ça devient sérieux. Comme c'est là, et quelqu'un m'a contacté, je lui ai dit, mais attends, bon, crée une page Facebook où tu pourras partager tes histoires et trucs. Et j'ai commencé par le faire. Et j'avais vraiment une audience terrible en son temps. Les gens commentaient, les gens partageaient et tout et tout. Et la même personne m'a encore appelé pour dire, mais tu peux essayer de réécrire, de peaufiner tes écrits là pour en faire un roman, non? Il me dit, mais comment, à mon âge là, voilà, en 2020, imaginez, imaginez-moi en 2020, je dis, mais je ne croyais pas, je ne savais même pas comment ça se passait. 1 million d'éditions, comment la contacter, comment faire tout ça là. Et j'avais un monsieur avec qui j'étais ami sur Facebook et que j'ai contacté. Il faisait la promotion d'1 million d'éditions. OK. Donc, je l'ai contacté et dit, voilà, j'ai un texte que je veux faire éditer et comment ça se passe. Donc, il m'a donné son contact WhatsApp et on s'écrivait, tout ça. Il m'a dit d'envoyer mon manuscrit et voilà, ça a été validé. Nous avons retravaillé ensemble l'ouvrage et tout ça. Et me voilà donc écrivain pour la première fois en 2020. Mais je note que avant ça, j'avais participé à l'écriture d'une anthologie poétique et toujours sur le coronavirus. Ouais. Parce que l'anthologie est dénommée Rafale de plumes contre la COVID-19, initiée par Dr. Florent Hessou. Voilà, j'avais envoyé mon texte c'était un texte poétique. J'ai commencé avec la poésie, hein. Voilà, c'était comme la plupart des écrivains d'ailleurs. J'ai commencé avec la poésie
et mon test avait été validé. Je crois qu'il y avait 17 pays hein, qui avaient participé partout dans le monde et j'étais même le plus jeune. Voilà, mon test avait été validé, tout ça. Donc, c'est à partir de ce moment-là, j'ai eu l'occasion d'entrer dans ce cercle-là, des écrivains, voilà, d'avoir les contacts des gens comme Apollinaire Bazarou, des gens comme Sophie Adonon, des gens comme Florent Hessou. Donc, j'étais entré dans ce monde-là très tôt. Donc, ça fait que le reste a été vraiment très facile. Donc, le livre est sorti. Comment est-ce qu'on fait la transition d'une histoire basée sur l'ennui, mais qui est très intéressante, à ton deuxième roman sur la cybercriminalité? La cybercriminalité. Faut dire que avant Les de, victimes de cybercriminalité. pardon. Tu as été victime de cybercriminalité. Non, j'ai failli. J'ai failli plusieurs fois en être victime, comme tout le monde, hein, comme tout le monde. Voilà. Déjà, il faut dire qu'au départ, l'idée n'était pas d'écrire sur la cybercriminalité. Ça, c'est une confidence que je vous fais. Je pense que vous êtes la seule personne à qui je dis ça sur un plateau. L'idée n'était pas d'écrire sur la cybercriminalité. L'idée était comment dirais-je, d'écrire sur la maltraitance des enfants et la violence faite sur le genre. Ok. Voilà. J'avais commencé avec ça parce que vous allez voir la disparition De Bona. voilà, de Bonan Ouais. dans l'œuvre là. Ouais. C'était au fait pour parler du kidnapping, pour parler, voilà beaucoup plus de la disparition des enfants et déboucher par la suite sur la maltraitance des enfants, la violence faite sur les gens et tout. Ok. Mais parce que pendant qu'on est en train d'écrire, il faut être en train de lire, il a mal. Et se remettre J'ai en ça. constaté que vraiment, il y a déjà beaucoup d'auteurs qui se sont penchés sur la question. Mhm. Vous voyez? Mhm. Et la violence faite sur les gens, la femme qui est toujours une victime. Mhm. Voilà. Mais il y a quand même des fléaux, quand même des thèmes propres à notre société actuelle, des thèmes propres quand même à la génération à laquelle j'appartiens, sur laquelle je peux quand même écrire. Mhm. J'ai pensé d'abord au phénomène de la drogue. J'ai dit, mais il y a beaucoup qui ont écrit sur ça. La criminalité également. J'ai dit, mais qui, criminalité, dit, mais il y a un peu qu'on appelle cybercriminalité. Mhm. Et il dit, ah bon? Et j'ai dit, mais je pense, à ma connaissance, il y a peu qui ont écrit sur la cybercriminalité. J'ai dit, tiens, il faut transformer maintenant l'histoire. Vous voyez comment, l'idée primaire n'était pas d'écrire sur la cybercriminalité, mais j'ai adapté l'histoire que j'avais écrite à la cybercriminalité. Il y a beaucoup de parties que j'ai enlevées. Il y a beaucoup de parties que j'ai enlevées et tout. J'ai dit, mais pour que cela soit intéressant, il faut qu'il y ait une enquête policière autour de ça, pour rendre également hommage à ces hommes-là en bleu Ok. qui dorment pendant que nous on sort et qui sont en éveil pendant que nous on dort. Vous voyez? Donc l'idéal c'est d'inclure une enquête policière parce que le roman c'est un roman policier hein, Mhm. en quelque sorte. Et c'est comme ça elle est cette idée-là d'écrire sur la cybercriminalité. Sur la cybercriminalité avec l'enquête policière autour de ce fléau-là. Et il y a également beaucoup de thèmes qui ont été, parce que le livre est vraiment dense. Il y a beaucoup de thèmes, il y a beaucoup de secrets, Oui. même dans les administrations qui ont été réveillés. Oui. Voilà. Oui. Je, je l'ai fini hier, donc c'est encore relativement frais dans ma mémoire. Oui. J'ai aimé la façon dont la thématique a été adaptée à un contexte noir. Oui. J'ai aimé pouvoir me retrouver dans le contexte géographique, qu'on parlait d'un lieu, je sais où est-ce que le lieu se trouve, j'arrive à imaginer, c'était plus facile d'imaginer que de lire une histoire, par exemple, qui se déroule, je sais pas, au Congo, au Texas et tout. Donc ça, c'est franchement un truc que j'ai beaucoup apprécié. Puisque ça, c'était dans le Nord, et je suis pas du Nord, je n'arrivais qu'à véritablement me retrouver. Mais ceci, dans le Sud, j'arrivais beaucoup plus à me retrouver.
Et comme tu l'as dit, c'est vrai, ça abordait le thème de la cybercriminalité, le thème du vice même dans Oui, il certaines y a, institutions publiques. il y a la corruption institutionnelle. Il y a également le harcèlement sexuel en milieu professionnel. C'est quelque chose que j'ai apprécié. J'ai aussi apprécié la thématique. J'ai 2 questions de fin. La première, c'est si ta vie devait être un livre, quel titre tu lui donnerais? Oui, je peux dire le grain parce que un grain, partout, on le jette là, il pousse quoi. OK. Donc, ma dernière question pour clôturer, c'est si tu devrais lire un seul livre pour le reste de ta vie, ce serait lequel? Je pense que ce livre n'existe pas encore hein, et je pense pouvoir l'écrire moi-même. OK. Donc, si un jour ce livre apparaît, priez de Pierre vouloir nous tenir informés. Avec plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis. Ce fut une longue discussion, mais une discussion très, très intéressante, très instructive. On a rigolé, on a discuté, on a débattu pendant de longues minutes sur des sujets sur lesquels on ne s'entendait pas. J'espère que vous aurez apprécié cette discussion en tant que nous. Je recommande véritablement les 2 romans de Shamsdin. Le tout dernier, Les Cyberfantômes, et le tout premier de Veuve Amour. Cela aborde 2 thématiques totalement différentes, mais avec une plume jeune, une histoire light, divertissante, avec des thématiques qui nous sont communes. Et je pense que même si on ne se reconnaîtrait pas dans les histoires, on trouverait quand même du plaisir à les lire. Et merci à Shamsi d'avoir pris le temps de nous rejoindre. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Bye!